Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier
pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis,
Avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. À faire vivre une... Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière.
À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, Alors, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur le live donc de UBA Côte d'Ivoire. Je suis Luc Kouadé pour vous servir et vous êtes bien donc sur la page LinkedIn donc de UBA Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, nous échangeons donc avec une spécialiste qui n'est autre que Alice Kouassi, Country Head of Customer Experience au sein de UBA Côte d'Ivoire. Et le thème de cet échange, donc, c'est les fondamentaux de l'expérience client. Avant donc de dérouler ce thème, permettez que je vous présente notre speaker du jour. Donc, Alice Kouassi est à ce jour Country Head of Customer Experience au sein de UBA Côte d'Ivoire. Elle est diplômée d'un master en audit et contrôle de gestion. Et à ce jour, elle comptabilise 22 années d'expérience, dont 10 années dans le management et l'expérience client. Elle a travaillé dans différents secteurs, dans l'assurance, dans la banque assurance et aujourd'hui dans la banque. De façon générale, Alice se définit comme une spécialiste passionnée de l'expérience client avec une vision innovante et très engagée. Elle est dotée d'un esprit de créativité que ses équipes lui reconnaissent et même les clients. Et donc, aujourd'hui, Alice est notre speaker. Le contexte, vous le connaissez très bien. Nous sommes à l'ère des technologies et des nouvelles technologies de l'information où l'environnement commercial est hautement concurrentiel et la satisfaction client devient aujourd'hui une donnée précieuse pour toutes les entreprises parce que la concurrence, comme on le disait tout de suite, est tout à côté. Et donc aujourd'hui, Alice va nous entretenir sur, on va dire, un premier chapitre d'une série de webinaires qui concernent l'expérience client. Et le thème de ce jour, c'est les fondamentaux de l'expérience client.
Sans plus tarder, je vais introduire Alice. Et donc, le principe, il est simple. Vous pouvez suivre le webinaire là maintenant. Et pour toutes vos préoccupations, nous vous prions de bien vouloir les poser là en commentaire. Et Alice se fera un plaisir de vous répondre. Donc, voici le principe. Je laisse à Alice. Alice, tu as toute la place. Bonjour Luc et merci de me passer la main. Bonjour chers mesdames et messieurs. Merci de vous être connectés à cette session de webinaire. Pour ma part, je suis heureuse d'être là. Ça sera un échange interactif comme Luc l'a dit. Nous allons parler d'un fait qui aujourd'hui, fait d'actualité, phénomène de mode. Tout à l'heure, nos échanges permettront de pouvoir étayer, clarifier. Et donc, nous allons échanger sur les fondamentaux de l'expérience client. Nous partirons d'abord de l'historique pour arriver à la conclusion. Et donc, dans l'intérieur, nous aurons à parler de la coloration qu'il y a entre l'expérience client et l'expérience employé ou l'expérience collaborateur. Nous parlerons également de la différence qu'il y a entre le service client et l'expérience client. Nous parlerons des différentes étapes pour déployer une stratégie de CX, donc il faut dire expérience client. On a identifié 6 piliers pour une bonne expérience client. Nous en parlerons également. Qu'est-ce que le parcours du client? On en parlera. On a identifié également 10 outils pour améliorer l'expérience client. Et nous allons également voir comment parvenir au déploiement d'une stratégie expérience client qui réussit. Quels sont les avantages pour une entreprise, une organisation de déployer une stratégie expérience client? Et puis, quels sont les géants mondialement connus qui ont bénéficié d'un grand business grâce à une stratégie axée sur l'expérience client pour conclure? OK. Donc, le tableau étant planté, nous allons y aller. Pour partir sur l'historique de l'expérience client, il faut dire que l'expérience client est née dans les années 98 par des recherches qui ont été menées par Joseph Pin et James Gilmore parce qu'ils sont arrivés à un moment où on avait besoin de se distinguer produit, qualité égaux, taille de réseau égaux, mais qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Donc, il fallait pouvoir trouver quelque chose qui fasse la distinction des grandes marques et pouvoir s'engager, avoir beaucoup plus de clients qui achètent chez nous. Et donc, il faut pouvoir créer quelque chose de différent. Et les réflexions ont portées par ces deux messieurs américains de nationalité ont permis de voir net ce qu'on appelle l'expérience client, l'économie de l'expérience aujourd'hui qui, à travers le monde, l'ENTIC en parle, au niveau de l'hôtellerie, on en parle, au niveau des banques également, ont commencé à s'y lancer, les maisons d'assurance également ont commencé à s'y lancer, mais au niveau de NTIC, c'est des structures qui sont engagées beaucoup plus à fond. Donc, les définitions tout à l'heure nous permettront de voir c'est quoi l'expérience du client. Donc, l'expérience client n'est autre que l'ensemble des émotions, des interactions éprouvées par un client tout au long de son parcours avec une organisation donnée pour l'achat d'un produit. Donc, ça part depuis les informations requises, l'achat du produit, le service, après dans lequel les réclamations sont traitées et le niveau de satisfaction du client après que cela soit traité. Et donc, que ce soit dans le domaine de la restauration, banque, boutique, station de service, on a besoin d'avoir une expérience client parce que tout le monde a besoin d'avoir une prochaine visite de son client qui a eu à effectuer un achat chez lui aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, nous allons maintenant partir de l'expérience client pour aboutir à un aspect qui est important. Donc, quand nous poserons la question de savoir, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'expérience client et l'expérience employé ou l'expérience collaborateur ou l'expérience patient? Ça dépend du domaine. L'expérience patient au niveau des travailleurs des autres organisations. Donc, les appellations diffèrent en fonction du type d'activité. Donc, bien évidemment, on a une forte corrélation entre les deux. Pourquoi? Parce que quand on parle d'expérience client, ce sont des hommes sur lesquels il faut miser sa stratégie. Et donc, ces hommes-là, il faut pouvoir avoir un management qui leur permet de se sentir spéciaux, importants, valorisés, de façon à ce qu'ils aient un taux d'engagement important pour que le service soit délivré de façon satisfaisante au client final. Donc, on a un premier client qui est le collaborateur
qui est l'employé avec lequel on travaille. Et donc, son expérience commence dès l'instant où il intègre l'organisation, que ce soit le domaine de l'assurance, des boutiques. Quand on intègre un collaborateur, son expérience commence dès son intégration. Et donc, il faut pouvoir travailler à pouvoir lui réserver déjà un accueil chaleureux, qu'il se sente intégré dans l'organisation, qu'il puisse travailler en bonne ambiance, que ses préoccupations soient prises en compte de façon à ce qu'il se sente important dans l'organisation, que ses points de vue soient analysés et en fonction de la pertinence soient pris en compte également dans les prises de décision. Voyez-vous? Et donc, une fois que cela a été fait et que le collaborateur qui est reçoit l'attention de son organisation, voyez que quand on parle de la symétrie des attentions, ça vient. Le client interne étant satisfait, le client externe sera également satisfait. Donc, les deux sont liés. On pourrait même dire que c'est deux revers d'une même médaille, expérience employé ou collaborateur ou expérience client. Et cela va pouvoir impacter l'économie de votre entreprise parce que vous aurez économisé les départs, vous n'aurez pas de départs réguliers, vous pourrez avoir une équipe solide et donc vous allez avoir à réduire vos coûts parce que tous les recrutements engendrent des coûts. Quand on mesure le temps qu'on prend, il faut chercher des compétences, ça prend du temps et ça génère des coûts. Donc, chers invités à cet échange, voici ces points qu'on voulait partager avec vous. Et il faut noter également que l'expérience client des organisations qui ont mis au cœur de l'organisation l'expérience collaborateur ont permis de pouvoir avoir une progression de plus de 60%. Ça, ce sont les statistiques qui le disent. Et puis, si on a 20% des collaborateurs qui rejoignent une organisation qui envisage de quitter le premier jour, c'est parce qu'on a eu un montant donné, un manque d'attention, et donc on n'a pas pu traiter les frictions relevées et on peut perdre facilement. Et quand on perd des employés à répétition, bien entendu, ça impacte l'expérience du client final. Parce que ce sont des compétences qui s'en vont, il faut les renouveler. Et nous savons combien de fois c'est difficile de renouveler les équipes avec les mêmes compétences. Nous allons aborder maintenant le point concernant la différence qu'il y a entre le service client et l'expérience client. Même des personnes qui sont spécialisées dans le domaine font souvent la confusion, alors qu'il y a bien une différence entre les deux notions. C'est quoi le service du client? Le service client fait appel à un point donné où se tient un service, où on rend un service à un client. Pendant qu'on rend le service, la personne qui est en charge de rendre le service est le seul individu responsable de la qualité du service. Et puis, c'est de façon réactive qu'on traite les situations concernant le service du client. À la différence qu'au niveau de l'expérience client, c'est toute une organisation qui est revue par le client. Si je prends le cas d'une boutique, un client qui rentre dans une boutique, on a l'agent d'accueil. Donc, le client qui visite votre boutique va visiter la boutique en ayant une expérience déjà à partir de l'agent d'accueil, qui est certainement l'agent de sécurité. Ça peut être votre agent qui oriente les gens dans l'organisation que vous avez, votre boutique. Celui qui est le vendeur dans les rayons, là, je prends des grandes surfaces qui vendent. Et si je viens dans le domaine de la banque et de l'assurance, où on a des ouvertures de compte, des souscriptions de produits, les informations qu'on donne aux clients, le client peut avoir une expérience, la positive ou négative, l'émotion qu'on produit au client, donc l'aspect même vestimentaire de celui qui reçoit le client. D'aucuns diraient que l'habit ne fait pas le moins dans l'organisation de certains métiers clés, tels que l'assurance, la banque et les téléphonies. L'habit fait le moine, je vous assure. Ta présentation, ta prestance permet de déterminer si ton client également sera satisfait parce qu'il attend de voir quelqu'un qui est très bien habillé et qui parle de façon éloquente. Et tout cela fait appel à l'émotion qu'on produit chez le client. Donc, du coup, c'est tout le monde qui est mis dans le bateau pour produire cette expérience client à ce client-là. Du coup, c'est un travail d'équipe parce que quand ça ne s'est pas bien passé, le point d'inflexion peut être identifié soit au début de la relation quand il est rentré dans votre espace ou bien à la fin. Et donc, si tous les premiers intervenants ont bien reçu le client et que malheureusement, le dernier qui est venu prendre le client en charge n'a pas bien reçu le client, si vous demandez à ce client de vous évaluer, je vous assure, il va être en train de mettre l'accent sur le dernier qu'il a reçu. Parce que l'homme est de façon à des milliers de secondes près, prend une décision rapidement.
c'est ce qui l'impacte automatiquement qu'il retient. Il pourra oublier tout ce qui s'est passé, on l'a bien accueilli, mais celui qui a traité le problème va le marquer davantage. Voyez-vous donc, on a cette différence. Appel à l'émotion quand on parle de l'expérience client. Service client, on ne fait pas appel à l'émotion. Et là, on a créatif en ce qui concerne l'expérience client. Nous allons partir sur un troisième point de notre échange qui consiste à pouvoir définir quelles sont les différentes étapes pour déployer une expérience client. Nous avons identifié 5 et ces 5 étapes sont les suivantes. D'abord, se définir une ambition, des objectifs avec le comité de direction piloté par le directeur général en général. Ça peut être fait avec le conseil d'administration et on se définit cette ambition de se positionner. Et donc, notre ambition permettra de définir quelle sera notre mission en tant qu'organisation en termes d'expérience client, quels sont nos objectifs à court, moyen et long terme, où est-ce qu'on veut se positionner par rapport à la concurrence. Tout à l'heure, à l'entame, mon collègue disait qu'on est sur un marché qui est hautement concurrentiel et la technologie avançant tellement vite, il ne faut pas rester en retrait. Il faut suivre les pas pour ne pas être comme des entreprises. Comme hier, on avait des pellicules pour les photos. On a connu Kodak à l'époque. On a connu à l'époque Bata. Donc, il y a des organisations comme ça qui, aujourd'hui, même les montres. Je me rappelle bien qu'avant, on avait un type de montre qui aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, les téléphones ont remplacé les montres. Voyez-vous, beaucoup de personnes ne portent plus de montre parce que le téléphone te donne l'heure. Il est en même temps un appareil photo. Il te permet de prendre des vidéos. Donc, où est-ce qu'on veut se positionner pour se démarquer, pour ne pas disparaître? Parce qu'aujourd'hui, on parle de DT 4, c'est de la haute technologie. Les hauts moteurs de recherche qui sont en train de concurrencer celui qu'on connaissait hier. Donc, c'est d'abord ça pour amorcer la stratégie de l'expérience client. Ensuite, il faut pouvoir définir quelle est la stratégie qu'on adopte. Et cette stratégie, pour l'adopter, il y a des questions fondamentales qui peuvent se poser. Tout à l'heure, on va en discuter. Et il faut maintenant commencer à se préparer, définir des organisations, des programmes, des équipes, le niveau de gouvernance pour encadrer notre stratégie de l'expérience client et pouvoir définir un plan de déploiement qui est le roadmap, dans quel délai on fait telle action. S'il s'agit de pouvoir être dans le top 10 des organisations de notre métier, on prend un métier par exemple comme la banque où nous sommes, parce que je suis dans le domaine bancaire, on envisage de devenir top 3 dans 4 ans, dans 5 ans. Donc, notre stratégie d'expérience qui doit nous conduire à définir des programmes qui nous conduisent à atteindre cet objectif-là. Donc, c'est notre mission de pouvoir travailler pour atteindre cet objectif. Donc, c'est la vision que nous avons lancée au départ qui va nous conduire tout au long. Maintenant, quand on arrive à la 4e étape, il faut pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on a défini comme programme dans notre roadmap. Donc, il va des plans de formation, il faut partir sur des plans qui sont rapides et qu'on puisse identifier rapidement qu'on a pu acquérir des victoires qu'on appelle les quick wins, qui sont faciles d'acquérir. Et cela parce qu'on a déjà identifié par les questions qu'on s'est posées au préalable, par des informations qu'on a pu collecter auprès de nos clients, aussi bien internes, donc les collaborateurs, que les clients externes. Et cela permettrait de pouvoir avoir rapidement des quick wins pour qu'on puisse avoir des victoires qu'on peut communiquer à nos clients. Oui, parce que les clients ont besoin de savoir qu'on est en train d'avoir des victoires et leur communiquer. Nous allons maintenant passer, comment est-ce qu'on va réussir à pérenniser cette expérience client? Donc, on parle de pérennité ici, que ça dure dans le temps. Ce n'est pas un phénomène de mode, comme je l'ai dit, c'est un fait d'actualité. Et toutes les entreprises qui ont compris, qui ont commencé à déployer l'expérience client, savent qu'elles veulent rester longtemps. Elles ont 70 ans d'existence, mais elles veulent atteindre 100 ans d'existence, comme Coca-Cola. Elles veulent atteindre plus de 200 d'existence, comme bien d'entreprises au monde, parce qu'elles ont compris le besoin des clients. Donc, en ce moment, il faut penser à pouvoir alléger les processus, donc industrialisation des processus. On a des organisations qui sont encadrées par des organes réglementaires, mais il y a quand même des marges de manœuvre. Aujourd'hui, permettre aux clients de pouvoir voir un service depuis son confort chez lui à la maison, depuis son confort souscrit à un de vos produits, depuis son confort, recevoir des réponses aux questions qui se posent à n'importe quelle heure, en contactant votre centre d'appel client 24 heures sur 24, jours fériés ou pas, vous êtes en train de pérenniser votre organisation. Et c'est parce que vous avez étudié
qu'est-ce que les clients attendent de nous, que vous pouvez arriver à prendre de telles décisions, à s'encadrer d'organes, à s'encadrer d'outils et de pouvoir industrialiser votre organisation en permettant d'avoir à gravir des échelons dans le cadre de l'amélioration continue. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'expérience client. Demain, on abordera certainement un autre aspect de l'expérience client. Mais voyez, c'est ces points-là qu'on a voulu partager avec vous concernant quelles sont les étapes que nous devons déployer pour avoir une expérience client. Nous allons parler de 6 piliers qu'on a pu identifier également pour avoir une bonne expérience client. Quels sont ces 6 piliers? Le premier pilier qu'on a identifié, c'est l'intégrité. Notre notoriété est tellement importante. Notre notoriété est tellement importante, l'intégrité. Faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait aux clients. Donc, donner les bonnes informations aux clients. Donner des informations correctes aux clients. Ne pas faire de fausses promesses à nos clients. Nous voulons ravir nos clients, oui. Nous voulons nous positionner, exact. Nous voulons gravir des échelons pour avoir de la longueur d'avance sur les concurrents, bien. Mais il faut pouvoir garder son intégrité, notre notoriété est importante. Les marques sont identifiées à partir de leur notoriété. C'est d'abord le premier pas. La résolution des difficultés relevées par les clients ou des problèmes ou des requêtes des clients, il faut pouvoir les résoudre. Il est vraiment important de le faire. Voyez-vous, quand on parle d'organisation, on a des hommes qui sont dans l'organisation. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut mettre l'accent sur les formations des équipes et former les équipes à la résolution des problèmes. Et surtout, donner les moyens aux équipes pour résoudre les problèmes de façon à ce que le client soit satisfait et le transformer petit à petit en ambassadeur de notre marque. Les clients ont des attentes. C'est le troisième point. Quelles sont ces attentes? On réussit à les identifier lorsqu'on leur donne la possibilité de s'exprimer par des feedbacks qu'ils font, soit par des questionnaires, soit par des enquêtes qu'on mène, soit par des réponses à chaud qu'on évalue. Une fois qu'il a reçu un service, on lui envoie un texto pour évaluation à chaud du service qui lui a été rendu. Ça permet de pouvoir corriger. Si nous ne sommes pas en train de répondre aux attentes des clients, nous serons en train de nous réorienter pour pouvoir atteindre cela. Des temps des efforts qu'on doit fournir au quotidien. Donc, on doit pouvoir résoudre le problème des clients. On ne doit pas pouvoir se lasser de le faire parce qu'il y a des problèmes qui doivent se résoudre dans le temps. Donc, tant que ce n'est pas résolu, on doit continuer à le faire. On doit pouvoir ravir le client qui est avec nous et qui pense qu'il est important pour nous et à qui nous faisons croire également qu'il est important pour nous. Eh bien, le client est vraiment important pour toute organisation qui veut développer sa stratégie sur l'expérience client. On met le client au cœur de son organisation de façon à ce que tout ce qu'il va demander, on analyse, on voit la pertinence et puis on se donne les moyens de le faire, donc le temps des efforts. Et donc, concernant le temps des efforts, un client qui vient dans notre organisation, il a besoin d'avoir une solution dans un temps très court. Les Américains disent que le temps est l'argent. Time is money, comme ils le disent. Parce que le temps du client est compté. Donc, il a besoin d'avoir une solution rapidement afin de pouvoir vaquer à ses occupations. Pouvoir aller dans une agence bancaire pour traiter une opération en 20, 30 minutes, 15 minutes, il veut pouvoir voir cela se réaliser. Et donc, ces efforts-là, il faut que son effort soit réduit et qu'il ait moins de temps à passer dans nos locaux. Pour nous plaît également. Personnalisation. J'aime bien parler de la personnalisation parce que quand on part dans une boutique et qu'on vous appelle par votre nom, Madame Kwasi, bonjour, bienvenue. Nous sommes heureux que vous venez nous visiter. On est tout heureux parce que le commercial en face a fait l'effort de retenir. Pour ne serait-ce que cette petite attention, on est heureux. La personnalisation également se fait en fonction de la typologie des clients. On a des clients du mass market, on a des clients VIP. Donc, les services sont rendus aux clients. C'est important. Quand on prend le cas des hôteliers, de l'hôtellerie, donc on a besoin d'avoir un hôtel de 4-5 étoiles. Mais quand je vais dans un hôtel de 4-5 étoiles, je m'attends à une certaine prestation. Voyez-vous? Et donc, cela me permet de voir que je suis valorisée. Donc, le client se sent valorisé quand on personnalise l'accueil, sa prestation, ou on lui envoie un message pour lui dire joyeux anniversaire en nommant le client, 1 an de relation, 5 ans de relation avec votre organisation, 10 ans, le célébrer, il est content et on le fait de façon particulière. Fait de façon standard, mais de façon personnalisée. Il est heureux, ça permet de pouvoir le garder avec nous et l'engager. L'empathie. Voyez-vous, nous sommes des hommes et nous travaillons avec des hommes. Les maîtres mots que nous partageons quand on parle des piliers de l'expérience client. Savoir se mettre à la place du client qui vient dans votre bureau, qui a une préoccupation. Le client est, je prends le cas des assurances. Le client
vous lui donnez un délai qui ne lui permet pas de pouvoir répondre à ses besoins urgents, quelle solution pouvez-vous trouver pour les cas spécifiques pour lui? Le client regarde à cela. Il est vrai que Alors, désolé, mesdames et messieurs, nous rencontrons un petit problème technique. Alice va se reconnecter et nous allons poursuivre donc dans notre échange. En attendant, comme je vous disais d'entrée de jeu, cette, ce premier webinaire donc est une première donc d'une longue série qui concerne l'expérience client et vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Alice vous répondra juste après sa présentation. Alors Alice qui est de retour parmi nous, je vais laisser donc Alice. Vas-y, c'est bon, hein? d'accord. Bon, je vais revenir un peu en arrière, désolé, comme on plaît là-dessus. Donc, je vais un peu derniers points que j'ai abordé, la personnalisation. Nous avons parlé de la personnalisation. Appeler le client par son nom, le saluer avec de la chaleur, être enthousiaste quand on échange avec lui, l'appeler par son nom, définir les produits et puis pouvoir définir un produit en fonction de la typologie de nos clients. Et tout à l'heure, j'avais parlé de l'empathie. L'empathie qui est le maître mot de tout ce qui est expérience client parce qu'on a besoin de se mettre à la place du client pour savoir et vivre exactement ce qu'il ressent au moment donné, à un moment donné. Voyez-vous, donc pouvoir prendre le temps d'écouter le client, l'écoute attentive, ça permet de pouvoir résoudre beaucoup de silos, beaucoup de frictions. Avec le client, une expérience similaire, le client vit une situation, je prends le cas des banques où les clients sont souvent sujets des débits à tort dans notre zone Afrique de l'Ouest, dans la zone UEMOA. Donc, quand un client a tenté de faire une transaction sur son guichet et que malheureusement, ça a échoué, mais il a été débité, quand ce client vient vous voir et que c'est tout le salaire qui est parti par une transaction qui a échoué, vous assure que il est peiné et il faut savoir se mettre à la place du client pour comprendre que la situation est difficile. Il faut savoir utiliser les mots pour qu'il puisse comprendre. Donc, il faut d'abord se mettre dans sa place parce que si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais souhaité qu'on fasse pour moi? Donc, en se mettant à la place du client, on arrive à comprendre mieux la situation du client et on arrive à trouver des solutions. Et là-dessus, je pourrais dire que UBI est en train de travailler aujourd'hui. On est passé d'un délai moyen de aujourd'hui, nous sommes en moyenne de 20 jours de traitement, qui pour nous est une bonne avancée. On compte faire mieux parce qu'on écoute les clients qui nous font régulièrement des suggestions concernant les délais de traitement. Et ça, je fais un clin d'œil à toutes les organisations qui également traitent les requêtes des clients comme la nôtre. Nous allons maintenant parler de ce que c'est que le parcours client, qui rentre également dans notre échange de ce jour. Le parcours client. Le parcours client. Excusez-moi, on va parler d'abord des 10 outils pour améliorer l'expérience client, autant pour moi. Nous avons identifié 10 outils qui permettent d'améliorer l'expérience client. Quels sont ces 10 outils-là? Ces 10 outils que nous avons pu identifier sont les suivants. D'abord, concevoir clairement les bases de la stratégie de l'expérience client. Et je l'ai dit à l'entame de mon échange avec vous, ça va par des questions qu'on se pose, où est-ce qu'on veut se positionner, où est-ce qu'on va. C'est le premier pas. Parce que si on n'a pas fait une vision claire de l'expérience client qu'on veut fournir, offrir à nos clients, internes bien sûr et externes, tout le reste ne pourra pas se déployer et avoir le succès que nous escomptons. Pouvoir créer un lien émotionnel avec nos clients. Parce que
toujours les hommes avec lesquels nous travaillons, le lien émotionnel se crée lorsque le client se sent valorisé, il se sent important dans notre organisation et on a bien d'entreprises qui l'ont comprise. On veut parler par exemple de Apple, de Google, de Nike, qui ont compris et qui ont mis cela au cœur de leur organisation, qui vont jusqu'à même à créer de l'émotion chez leurs collaborateurs. Tout à l'heure, je vous disais que l'expérience client et collaborateur sont deux faces d'une même pièce. Voyez-vous? Et donc, ça fait partie également des points que nous avons définis comme étant des outils pour améliorer l'expérience client. Le troisième point, c'est de comprendre ses clients. Pour comprendre ses clients, il faut les écouter. Il faut pouvoir avoir des outils pour recueillir leur point de vue, soit par des forums qu'on organise avec des clients. Oui, cela se fait. Inviter des clients à des forums pour discuter des questions de leur satisfaction, de leurs besoins, de leurs attentes. Pouvoir mettre en ligne des questionnaires pour qu'ils puissent répondre en temps réel partout dans nos différents espaces. Vous avez des espaces qu'on visite soit de façon virtuelle ou physique, permettre aux clients dans tous ces points de contact de vous faire un retour, ce qui permettait de mesurer tous les retours sur les différents canaux que vous avez, que ce soit électronique comme physique, et mesurer la satisfaction du client de façon continue. Et cela demande qu'on puisse définir des indicateurs. Aujourd'hui, on ne va pas aller à fond des indicateurs, mais il faut se définir des indicateurs sur lesquels on va se mesurer de façon continue. Et puis, former les équipes, surtout les équipes des front office. Les front office sont un maillon essentiel dans le déploiement d'une expérience client réussie. Si vous voulez améliorer l'expérience client de vos clients, vos équipes qui interagissent avec vos clients, ceux qui sont au call center, ceux qui sont dans vos points de vente, ceux qui interagissent avec les clients en ligne, doivent être au cœur des plans de formation de votre organisation. Cela demande bien sûr un budget, mais c'est une vision et qui va à la fin de la chaîne donner des résultats intéressants. Tout à l'heure, on parlera des géants qui ont déployé l'expérience client aujourd'hui, qui sont satisfaits, qui continuent de le faire. Et pouvoir mesurer l'émotion que nous produisons chez les clients. Cela se mesure parce que c'est de volet émotionnel, on a le cognitif. Donc, tout cela, il faut pouvoir mesurer pour savoir est-ce que ce qu'on est en train de mettre en place arrive à créer de l'émotion chez nos clients. Sinon, qu'est-ce qu'on devait faire? Il faut savoir se réinventer. Donc, savoir se mettre en cause et se réinventer. Il faut pouvoir également réussir à utiliser les canaux de communication. Aujourd'hui, ils sont variés. La plupart des clients sont dotés d'un smartphone, donc ils sont connectés à Internet. Ils vont pouvoir leur communiquer des informations. Surtout, partagez vos succès avec vos clients. Si vous voulez améliorer l'expérience client dans votre organisation, partagez vos succès avec vos clients pour qu'ils sachent qu'on est parti d'un point A, on est arrivé à un point B, on sera à un point D dans tel délai. Et se définir des objectifs à court, moyen, long terme, comme je l'ai dit, et pouvoir mesurer au fur et à mesure cela. Donc, notre page Internet, il faut pouvoir utiliser pour communiquer avec nos clients. Nos produits digitaux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de digitalisation dans toutes les organisations, banques, assurances, même surtout les telcos, ils parlent beaucoup plus de communication. Ils ont beaucoup plus mis l'accent. Je pourrais dire qu'en Afrique francophone, c'est eux qui sont les dévanciers de l'expérience client. Quand je fais un clin d'œil aux pays anglophones, qui eux ont une longueur d'avance. D'ailleurs, tout à l'heure, je disais, les deux pionniers qui ont découvert l'économie de l'expérience client, ce sont deux Américains. Donc, les pays anglophones sont beaucoup plus en vogue sur l'expérience client et les pays francophones sont un peu en retrait. Mais dans les pays francophones, c'est beaucoup plus les telcos qui ont mis l'accent sur l'expérience client pour raccourcir les délais, pour raccourcir les processus, pour les alléger, permettre aux clients d'être autonomes. Donc, le self-service, ils ont réussi à le développer. Et aujourd'hui, les banques, les assurances sont en train d'emboîter le pas à ces organisations. Donc, nous allons y travailler, continuer à y travailler. Pour une bonne gestion de l'expérience client, il faut savoir exploiter les données. Aujourd'hui, nous parlons de protection des données à caractère personnel. Comment je réussis à utiliser les données de mes clients? Je réussis à le faire si j'arrive à protéger ces données-là. Oui, parce que les clients ont droit à leur vie privée. Et donc, les données que nous utilisons, il faut savoir protéger les clients, mais les utiliser pour pouvoir analyser, pour savoir à quelle étape nous sommes, pour voir la prochaine étape, voir quels sont les points de friction, quels sont les états que les clients ressentent, quels sont ressentis. Un client qui a demandé un prêt hier. Aujourd'hui, il vient demander un second prêt. Demain, tu ne le vois plus. Il faut que tu saches avec tes données pourquoi est-ce qu'il ne vient plus. Donc, tes données permettront de pouvoir analyser. Les ouvertures de compte, quand je prends le domaine de la banque, un client qui a ouvert son compte hier, il était tout heureux. Et vous avez vu qu'il n'a fait aucun dépôt depuis 1 an, 2 ans.
il a disparu de votre portefeuille. Pratiquement, il ne fait plus d'affaires avec vous. L'étude des données permettront de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, ces données-là également, il faut pouvoir les protéger afin de pouvoir améliorer l'expérience du client. Si un client sort de votre portefeuille, ça doit pouvoir vous intéresser parce que celui qui est encore là, peut-être que c'est sur le point de départ. Donc, il est encore important de pouvoir, et mieux d'ailleurs, d'analyser des données pour ceux qui sont en train de sortir de votre portefeuille, pour qu'ils vous disent pourquoi ils sont en train de sortir de votre portefeuille. Ça permet de pouvoir traiter la question et de pouvoir anticiper sur ceux qui sont encore en portefeuille. Nous allons également avoir les points de récompense, qui est le 9e point, la récompense pour la fidélité des clients. C'est une invitation pour toutes les organisations qui se lancent d'expérience client. Il faut réussir à fidéliser ses clients en les récompensant. Un client qui reste avec vous pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il a besoin de se sentir spécial. La plupart de ces clients-là, quand ils se plaignent, ils disent, mais malgré que j'ai passé 10 ans dans votre organisation, je me suis tenté d'être servi de telle manière parce qu'il comptabilise le nombre de temps qu'il a mis dans votre portefeuille. Parce qu'il s'est dit qu'il a apporté quelque chose à votre organisation. Donc, vous devez lui être redevable. Et oui, ce qu'il dit, c'est fondé. Donc, les clients qui sont restés longtemps en portefeuille, qui vous ont apporté du business, qui ont contribué à l'essor de votre organisation, doivent se sentir spéciaux, être célébrés et récompensés. Soit par des dîners galas, vous avez des organisations qu'on fait vous inviter. On a au niveau de la semaine du client qui est organisée chaque année dans toutes les organisations qui sont orientées clients. La première semaine du mois d'octobre, il faut pouvoir inviter ses clients pour les mettre à l'honneur, pour qu'ils sachent qu'ils sont spéciaux. Le dernier point, c'est la valorisation des collaborateurs. Il est cité en dernier point, ce n'est pas le dernier. On a juste fait une liste. Ce n'est pas le dernier. Parce que c'est une pièce centrale de toute stratégie d'expérience client qui doit connaître du succès. Donc, il faut favoriser l'engagement des collaborateurs en reconnaissant les efforts qu'ils font. Ils sont salariés, c'est vrai. Il faut un travail qu'il faut qu'on reconnaisse, le leur reconnaître, les célébrer publiquement devant leurs collaborateurs et les responsables. Je fais un clin d'œil à tous les responsables de département, de boutique, de chefs d'agence. Reconnaître le mérite des collaborateurs pour s'engager à faire 2 fois plus. Vous voyez, quand un collaborateur est satisfait, quand il est heureux, il est épanoui, il fait 2 fois ce qu'on ne lui a pas demandé de faire. On ne lui demande plus. Il anticipe sur les besoins. Mais par contre, quand il n'est pas content, il n'est pas satisfait, il ne voit pas qu'on prend soin de lui, quand son réservoir émotionnel est vide, ça se ressent sur le client final. Alors qu'on dit, on veut avoir des outils pour améliorer l'expérience du client. Alors, la symétrie des attentions dit, si je dois avoir une expérience client réussie, je dois commencer à travailler. Si je ne le faisais pas hier, je dois commencer à travailler sur l'expérience du client interne, qui est l'expérience collaborateur ou l'expérience employé. Comment faire pour y parvenir? Tout ce que nous voulons de dire. Comment réussir à y parvenir? Ça part d'abord d'un parcours client. Et le parcours client permet de pouvoir analyser quelles sont les différentes étapes que le client parcourt avant d'y arriver à une solution dont il a besoin, à un produit qu'il veut acheter. Donc, quand on analyse, on va se rendre compte qu'il y a des points qui peuvent être des obstacles à lever. Des obstacles peuvent être levés. Donc, si on a réussi à lever ces obstacles-là, on aura un parcours client qui est fluide et qui permet au client de pouvoir recevoir un produit en un temps court. Il est satisfait, il va devenir un ambassadeur, il va revenir. On va pouvoir aussi, dans le parcours du client, puisqu'on aura analysé toutes les étapes que le client parcourt, on aura vu toutes les étapes, on aura su qu'est-ce qu'il faut anticiper sur les besoins du client. Parce qu'on sait que quand un client a ouvert un compte, quand je prends le domaine de la banque, il aura forcément besoin de son RIB. Donc, le RIB, la plupart des salariés ont besoin d'un RIB pour donner à leur employeur pour leur premier salaire à virer dans cette banque. Donc, tu sais que le client qui a ouvert son compte aura besoin d'un RIB. Qu'est-ce que tu fais? Il faut anticiper en me générant automatiquement son RIB dès que son compte est ouvert, par exemple. Tu sais que le client qui a ouvert le compte aura besoin d'un produit digital parce qu'on a l'aide de la digitalisation, pardon, et UBA s'inscrit comme étant une banque digitale. Et oui, donc il faut permettre au client d'avoir tous les produits digitaux afin de consulter son compte à distance, pouvoir avoir des alertes quand les opérations sont faites, donc anticiper sur ses besoins, ne pas attendre qu'ils viennent demander. Minimiser les efforts fournis par les clients parce que les clients mesurent. On ne parlera pas des indicateurs de mesure, mais il faut réussir à minimiser les efforts. Quand on minimise les efforts fournis par les clients, on réussit à avoir beaucoup plus de résultats efficients. Donc, quel est l'effort que le client fournit pour avoir un repas dans ton restaurant? Monsieur McDonald, il n'a fourni aucun effort parce que dès l'instant où il est arrivé, on a identifié en lui servant et il a pu avoir son repas dans un temps short.
si on réussit à minimiser les efforts, on réussira à fidéliser ses clients. Et les meilleures expériences sont celles où les équipes sont au cœur de l'organisation. Pour y parvenir, on a des points qui vous permettront de parvenir facilement à tout ce qu'on vient de dire. D'abord, une vision très forte. Une vision très forte, vraiment un accent sur la vision de l'expérience client. C'est la base. Si vous n'avez pas identifié une vision d'expérience client et que vous voulez déployer l'expérience client, il n'est pas évident que vous ayez des résultats efficients. Ça vous demande une transformation de toute l'organisation. Donc, on aura à faire la conduite du changement. Et les hommes que nous sommes, on aime bien rester dans nos conforts. Et donc, ça demande qu'on puisse travailler sur un deuxième point qui est l'engagement de l'ensemble du personnel. Et quand je parle de l'ensemble du personnel, c'est depuis le balayeur, en passant par l'agent de sécurité, la dame qui est chargée de vente, celui qui est chargé de gérer la relation, le directeur de la boutique, en venant au DG, à tous les collaborateurs du DG. Tout cela doit pouvoir avoir un engagement de façon à ce que chacun prenne l'engagement de donner une expérience mémorable au client. Et pour le faire, il faut se doter de charte de service. C'est important. Si vous avez une charte de service qui est décrite et qui définit comment le client doit être reçu, c'est sûr que par des formations continues, vos équipes vont s'employer à le faire, tout en n'oubliant pas l'aspect émotionnel que le collaborateur et le clientèle doivent avoir. Et un troisième point, il faut pouvoir se doter d'équipements technologiques adaptés afin de pouvoir réussir à déployer cette expérience client. Et donc, la technologie aujourd'hui est très avancée. On parle de GTP, on parle de Google. Aujourd'hui, même, on nous dit que les recherches, mais ce moteur de recherche sera plus puissant que Google. C'est ce qu'on nous dit quand on fait des recherches. Mais ton activité en tant que banque, assurance, restaurant, hôtellerie, est-ce qu'on va se mettre en marche pour être surpris comme certaines marques qui ont disparu, qu'on n'entend même plus parler? On a des marques de téléphonie qui n'existent plus, hein, des téléphones qui n'existent plus. Je ne vais pas citer ici, parce que ce n'est pas des exemples à suivre, qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas su voir qu'on a une autre ère qui est en train de s'approcher. On est au 21e siècle. Le 20e siècle est passé à longtemps. Ils n'ont pas pu se réinventer et qui ont disparu de la compétition, qui ont été phagocytés par d'autres organisations. Donc, il faut passer au détour d'outils performants, technologiques pour les clients internes et aussi bien pour les clients externes. Donc, raccourcir les délais, avoir des produits qui soient adaptés aux besoins des clients, permettre aux clients d'avoir du self-service, d'être autonomes dans les produits qu'ils vont acquérir et surtout les performances des indicateurs que vous avez décrits dans votre stratégie de l'expérience client qui est le CX. CX parce que, comme je disais, c'est beaucoup plus d'anglicisme dans l'organisation du CX. On parle de customer experience, c'est beaucoup plus en anglais. Les thèmes sont en anglais. Donc, on parle de CX quand on veut abréger l'expérience client. Donc, si vous avez défini des performances, des indicateurs, il faut pouvoir les mesurer de façon régulière et les suivre. C'est ainsi que vous allez voir votre évolution, vous allez voir vos succès et n'oubliez pas de les partager avec vos clients. Les avantages pour une organisation de définir et d'adopter une expérience client. Il y a des avantages, bien sûr. Il y a tellement d'avantages pour nous. Quand on recrute des équipes commerciales, c'est pour qu'elles engagent du business. Elles engagent du business pour qu'on ait des profits. Et donc, quand on déploie une expérience client et qu'on a tenu compte de tout ce qu'on vient d'échanger tout à l'heure, il est sûr qu'on va augmenter la satisfaction de nos clients. Et un client qui est satisfait, on peut facilement le fidéliser. Donc, on a la fidélisation des clients, qui est un avantage de l'adoption de la stratégie de l'expérience client. On arrive à élargir sa notoriété et sa marque. Les gens aujourd'hui, pour faire un achat, vont d'abord sur votre site Internet. Ils vont faire des recherches. Ils vont voir, est-ce que vous êtes recommandé? Ils vont, ils vont chercher pour voir 2 ou 3 avant de faire leur choix définitif. Aujourd'hui, oui, c'est en vogue. C'est comme ça que les clients décident. Surtout qu'on a l'ère des réseaux sociaux où tout le monde se présente là-bas. Ils vont poser des questions. Ils vont voir est-ce que cette marque a été recommandée. Si elle est recommandée en ce moment, je suis sûr qu'en me lançant, en achetant son produit, je serai satisfait. Donc, il s'en va d'abord vous évaluer avant même de devenir votre client. Donc, l'évaluation se fait avant même l'achat. Donc, votre notoriété est importante. Et si vous avez déployé une stratégie client, vous allez élargir votre notoriété et vous gagnez déjà une longueur d'avance sur l'expérience du client. Augmentation de votre chiffre d'affaires et de vos revenus. Cela se fait parce qu'on a travaillé
en amont sur tous les points de friction, sur les produits adaptés à nos clients. On a identifié leurs besoins. Quelques statistiques que nous avons vous partager. On ne va pas en citer beaucoup. Une augmentation de 2% de fidélisation, 2% seulement, permet de pouvoir réduire de 10% les coûts générés. Vous voyez l'intervalle? Et quand on va parler au niveau des profits, les marques qui offrent une expérience client qui est supérieure, une expérience client supérieure à 7,5 fois plus rentable que celles qui n'en font pas. Donc, les marques qui mettent l'assurance client au cœur d'organisation ont un revenu 5 fois plus que celles qui ne le font pas. Aujourd'hui, beaucoup d'organisations n'ont pas d'expérience client, mais très peu sont celles qui ont réussi à déployer véritablement l'expérience client. Beaucoup le font de façon superficielle. Donc, il est important de pouvoir creuser, pouvoir définir quels sont les points de friction des clients. C'est un des points centraux de l'organisation de façon à ce qu'on puisse réussir une bonne expérience client. Et voyez-vous, lorsqu'un client n'est pas satisfait, il peut amener 15 clients, voire 16 clients avec son expérience négative à ne plus venir chez vous visiter. Donc, l'expérience du client positif permet de pouvoir se démarquer et se distinguer et d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Nous avons des géants également qui se sont identifiés, qui sont mondialement connus au niveau des restaurants, des fast-food. On a McDonald's, on a Randolph. Nous avons également au niveau des films. Aujourd'hui, avec Netflix qui s'est distingué, qui a travaillé à cela pendant des années, qui a réussi à se distinguer, tout le monde entier les reconnaît. Ils ont mis l'expérience client au cœur de leur stratégie. On a Zappop pour les habillements, les chaussures, les vêtements. Amazon pour tout ce qui est achat en ligne. Et ils arrivent à vous livrer, quel que soit le point de contact sur la terre où vous vous trouvez, ils arrivent à vous identifier. Et en matière qui concerne l'automobile, on aime bien les voitures confortables. BMW s'est distingué parce que ces entreprises ont compris que faire de l'expérience client, sa stratégie, est le cœur de tout développement et de revenus. Pour conclure, nous allons dire que l'expérience client de nos jours est un outil important, oui, pour toutes les organisations, boutiques, stations-service, PME, PMI, grandes entreprises, banques, assurances, les cliniques, l'hôtellerie, toutes ces organisations, tous ces différents secteurs d'activité, si elles mettent au cœur de l'organisation l'expérience client, c'est sûr qu'elles vont se nouer des relations uniques, personnalisées, durables et engrangeront beaucoup plus de revenus, se distingueront et seront des marques reconnues de façon mondiale. Voici les points que nous avons souhaité partager avec vous. Et sachant que quand on parle d'expérience client, il faut qu'on ait toujours en esprit que la culture doit être le leitmotiv de tout le monde. Donc, on s'est défini une culture client, pas le fait de l'afficher dans nos locaux seulement, mais il faut pouvoir le vivre. Une bonne discipline dans la gestion de notre organisation en surveillant tous les indicateurs qu'on a définis et pouvoir suivre la transformation en étant toujours guidé par le changement. La technologie nous parle. Hier, on ne pouvait pas ouvrir un compte en ligne. Aujourd'hui, c'est possible. Hier, on ne peut pas commander un repas en ligne. Aujourd'hui, chose qui est possible. Hier, on ne peut pas acheter un billet d'avion en ligne. Aujourd'hui, c'est possible, suivant la technologie pour nous distinguer. Je vous remercie. Waouh! Alors, je ne sais pas votre ressentiment, mais je pense que Alice nous a appris beaucoup. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris. Donc, comme j'avais dit d'entrée de jeu, pour tous ceux donc, qui ont et qui avaient des préoccupations, Alice se fera donc un plaisir de répondre. Et c'est maintenant. Donc, nous allons prendre donc les questions dans l'ordre où on les reçoit. On va partir des plus récentes aux moins récentes. Et puis, Alice va répondre étape par étape.
Donc, si on est bon, Alice, on va lancer la phase des questions. On peut y aller. Ça marche. Alors, la première question, elle est de Gogo Eric Quato. Sa question, c'est, à côté des 6 indicateurs ou piliers, à quel niveau d'efficacité se situent les indicateurs classiques tels que le NPS, le taux de fidélisation et le value price? Et la deuxième question, donc, qui est après celle-là, est-ce que, donc, sont-ils utilisés aujourd'hui dans le secteur bancaire? On reprend au fur et à mesure. Oui, on y va au fur et à mesure. Tu as dit. La question vient de. La question vient de Gogo Eric Quato. Ok, merci Gogo. Merci déjà d'avoir pris le soin de participer à cet échange. Les 6 piliers que nous avons présentés tout à l'heure. Vous m'entendez? Ok, les 6 piliers que nous avons présentés tout à l'heure sont des piliers qui nous permettent de pouvoir identifier. Tout à l'heure, on a parlé des temps et des efforts. Les temps des efforts, lorsqu'on les mesure, ça permet de pouvoir déterminer le CES, qui est un des indicateurs de l'expérience client qui est connu. Donc, les temps et les efforts des clients pour avoir un produit, pour avoir une réponse à une requête. Oui, c'est un des indicateurs qui ressort dans les 6 piliers que nous avons présentés. Et bien évidemment, cet indicateur au niveau des banques est utilisé. Chez nous, à la banque UBA, dans le groupe UBA, on utilise cet indicateur. D'ailleurs, dans nos espaces, dans nos agences au niveau de UBA Côte d'Ivoire, nous avons des questionnaires que nous soumettons très souvent à nos clients pour recueillir leur impression sur le temps mis pour recevoir une réponse à une requête ou pour une opération donnée qu'ils ont eu à faire dans notre organisation. Donc, cela permet, les réponses recueillies par les clients nous permet de pouvoir évaluer le CES, qui est un des indicateurs. Vous avez Vous avez parlé parlé également. également du NPS, qui est le Net Promoter Score. C'est bien ça, si j'ai retenu la question. Exactement. D'accord. Au niveau des points que nous avons définis, vous voyez, le Net Promoter Score, c'est un indicateur qui permet de déterminer le taux de recommandation d'un client. Donc, quand je prends les 6 piliers que j'ai partagés avec vous, les 6 piliers rentrent en plein pied dedans. Parce que qu'est-ce qui fera que le client soit satisfait au point de vous recommander? Les informations qu'il reçoit, la cohérence des informations, la clarité des informations, les résolutions des requêtes, les solutions apportées à ses attentes, l'empathie qu'on lui manifeste. Et c'est tout cela dedans qui permet de définir que, tiens, je peux recommander telle marque parce qu'elle répond à mes besoins et j'ai un accueil qui est chaleureux, qui est personnalisé. Donc, je dirais que pour le NPS, les 6 points des piliers permettent de définir si un client est prêt à recommander ou pas. Donc, il faut tenir compte des 6. Le CES, c'est surtout sur les temps et les efforts qui sont fournis. Et bien évidemment, le NPS, nous le recevons par ces évaluations que nous faisons, comme tout à l'heure je disais, avec le CES également, par des questionnaires que nous soumettons à nos clients ou même par des enquêtes périodiques que nous menons de façon à ce que nous puissions recueillir les feedbacks de nos clients et pouvoir nous améliorer de façon continue. Et c'est étudié également en banque. C'était des indicateurs que les banques utilisent et principalement le groupe UBA. Alors, merci Alice. La prochaine question, donc, elle nous vient de Fleur Axel Kwaku. Alors, Fleur Axel Kwaku veut savoir quels sont les tips que vous pourriez donner donc à une personne qui travaille en hôtellerie à propos de l'expérience client. D'accord. Merci Fleur Axel Kwaku pour ta question que j'apprécie parce qu'on est beaucoup plus exigeant lorsqu'on parle d'hôtellerie, voyez-vous. Les tips que je pourrais donner, c'est l'accueil chaleureux d'abord. Un accueil chaleureux. Un accueil chaleureux fait la différence.
Un parcours client personnalisé. Une réponse adéquate courtoise à un client qui rentre dans votre espace. Un large sourire lorsqu'on l'accueille. Ça sent, ça détend, ça donne une atmosphère de on me connaît quelque part. J'ai vécu cette expérience dans mes premiers pas dans le milieu du travail. Et je me rendais compte que chaque fois que je lançais un sourire, là, j'ai un client qui rentrait dans l'enceinte de notre agence. Il était surpris et se posait la question si je le connaissais. Alors qu'il n'en était rien, on faisait un exercice de sourire, on nous disait qu'il fallait sourire au client. Donc, quand le client vient, on lui lançait un sourire qui l'interpellait. Donc, Fleur, c'est de travailler le sourire. Et pas un sourire forcé, un sourire naturel. Un sourire qui permet au client de se sentir bien accueilli. Et puis, un autre point que je voulais aborder, c'est la propriété de nos espaces et le rangement de notre espace, donc l'ambiance de notre espace. Parce que c'est l'hôtellerie, donc l'ambiance, les fleurs. Donc, il faut qu'on puisse embellir notre espace pour rendre l'espace accueillant, paisible. Et si c'est, on peut aller au niveau de la nourriture, si on veut parler de la restauration, puisque l'hôtellerie, on parle de restauration, pas d'hébergement, c'est de faire des plats succulents et puis de bonne qualité. Quand les clients des restaurants recommandent, c'est parce qu'ils ont une expérience qui a réussi. Personne ici qui suit ce webinaire ne viendrait recommander un restaurant où il a eu une mauvaise expérience. En général, on est beaucoup plus exigeant lorsqu'il parle, on parle de tolérer. Et donc, ces tips-là que je vous partage, c'est également de permettre aux clients de s'exprimer à la fin de leur séjour ou après avoir été se restaurer chez vous. C'est important de le faire. Souvent, les restaurants ne le font pas, mais je pense que c'est important de demander l'avis du client. Souvent, vous donnez la note, l'addition, mais l'addition doit être accompagnée d'une évaluation. Le client peut évaluer sur la facture même, veiller évaluer, vous dira satisfait ou non satisfait et pourra donner un argument pourquoi est-ce qu'il a donné cette évaluation. Vous saurez, par exemple, pourquoi est-ce que 10% des clients donnent toujours les mêmes arguments et vous serez en train de travailler à corriger ce point-là. Voici quelques tips que je peux partager avec Fleur, Axel. J'espère avoir répondu à ta préoccupation. Merci, Alix. Alors, on passe très vite donc, à la prochaine question qui est de Marius Nazorio. Alors, la question de Marius Nazorio, c'est en cas de déconfiture de la banque et ou de son réseau, ou en cas de récession et ou de baisse de la valeur de la monnaie sous-régionale, comment la banque accompagne ses clients, surtout ceux qui utilisent les crédits avec le phénomène de flambée des prix? D'accord. Merci, Marius, pour ta question. Déjà, il faut dire que toutes les banques qui sont sur les différents marchés sont régies par un organe qui est le régulateur. Au niveau de notre zone, c'est la BCAO. Et donc, l'accompagnement se fait d'abord par l'organe régulateur. Et puis, au niveau des banques, l'accompagnement qu'on fait, c'est la communication que nous allons déployer afin de pouvoir rassurer nos clients et pouvoir leur donner quelles sont les conduites qu'ils devront tenir. Donc, si on parle aujourd'hui de flambée, je sais qu'on a eu ce cas dans certains pays où on est allé jusqu'à ce que le crédit soit explosif et il y a eu pas mal de difficultés vécues par les clients qui étaient surtout investisseurs dans le secteur immobilier. Dieu merci, pour l'instant, ce n'est pas encore notre cas. On sait que cela n'arrive pas chez nous. Mais si cela arrivait, c'est d'abord l'organe régulateur qui nous permettrait de voir la conduite à tenir parce que nous travaillons en étant régis par cet organe. Et s'il y a cette situation qui se présente, ce n'est pas seulement le fait d'une banque, mais ce sera quelque chose qui va toucher pratiquement toutes les banques. Donc, on regardera en fonction de la situation et de l'ampleur d'ailleurs, voir quels sont les accompagnements qu'on pourrait faire aux clients. Mais c'est surtout et d'abord la communication pour rassurer les clients afin qu'ils ne se sentent pas lésés ou abandonnés dans une telle situation. Merci, Alix. Alors, Jean-Luc Gouani, c'est le prochain. Jean-Luc Gouani veut savoir ce que tu penses, toi, Alix, de l'intelligence artificielle dans la relation client. Et il précise, est-ce qu'il y a un risque de disparition des collaborateurs du service client face à l'avènement de l'intelligence artificielle?
Merci Jean-Luc Wally. L'intelligence artificielle aujourd'hui est en vogue et est utilisée par la plupart des organisations parce que c'est un relais pour notre activité. Je prends le cas lorsque vous avez un centre d'appel client. À certaines heures, il est difficile d'avoir forcément des équipes en nombre. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on se fait accompagner pour pouvoir au moins recevoir l'appel du client et pouvoir lui donner des réponses. On a des réponses qui sont déjà définies, qui permettent au client d'avoir des réponses. Mais ça ne viendra pas faire disparaître le travail à la banque. Quand j'en parle, je fais un historique. Je fais un petit pont en arrière. Par le passé, même les banques qui étaient sur le marché, pour ouvrir un compte, c'était que des registres. On avait des gros registres. Il fallait venir faire sa demande d'ouverture de compte. C'était un document. Il n'y avait même pas d'ordinateur à l'époque. Et lorsque les ordinateurs devaient apparaître, c'était la même crainte que les gens avaient au niveau des banques. Ils avaient peur que la venue des ordinateurs vienne remplacer le travail des employés, des travailleurs. Ça n'a pas été le cas. Quand on a une technologie qui évolue comme celle-là, il faut savoir se réinventer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui est très évoluée, que nous apprécions d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'on fait? Tout à l'heure, j'ai parlé des maths qui ont disparu parce qu'eux n'ont pas su se réinventer. Bien entendu, ces organisations qui ne vont pas savoir se réinventer pourront disparaître. Mais celles qui auront compris qu'on doit composer avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'on peut confier à, à ces petits robots qui échangent avec nous? Et puis, qu'est-ce qu'on peut confier aux hommes pour lesquels on a encore besoin d'avoir un contact humain quand on doit échanger avec un client ou un prospect? Il faut pouvoir définir et pouvoir assigner de façon très responsable et distinguer de façon à ne pas créer des frictions ou bien de la peur chez les collaborateurs. Ça ne viendra pas faire disparaître les hommes. Ça va faire changer plutôt les activités pour qu'on change notre mentalité. Manière de travailler. Mais on n'a pas pour le temps fait dépasser par l'évolution de la technologie. Qu'est-ce que nous faisons? Nos banques, nous sommes très en alerte, nous y travaillons, les téléphones également, et bien de secteurs. Donc, pour te répondre, Jean-Luc, ça viendra pour compléter et aider à aller vite, pouvoir résoudre des points de friction, réduire les temps d'attente, traiter automatiquement certaines requêtes, et puis voilà, c'est tout à notre avantage. C'est ce que je pense de cette évolution de l'intelligence artificielle que nous connaissons aujourd'hui. Merci. Et il a deux autres questions, donc deux dernières questions. La première, c'est donc, quelle est la place de l'expérience client dans l'évolution d'une entreprise? Bon, je pense que tu as répondu au cours de ton exposé, mais il serait bien de faire un reminder là-dessus. Et la deuxième question de Jean-Luc Guani, c'est aujourd'hui, avec quel KPI, donc quel indicateur de performance, peut-on donc mesurer le temps moyen qu'un client passe en agence? OK. Merci Jean-Luc pour ta deuxième et troisième question. La place qu'occupe l'expérience client de l'organisation, comme quelqu'un le disait, un chercheur me disait, l'expérience client est tout. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Toute organisation, aujourd'hui, en 2023, qui veut se distinguer par rapport à la concurrence sur un marché donné, peu importe le secteur d'activité, il faut mettre l'expérience client au cœur de son organisation. Donc, c'est tout. La définition des KPI, on va y arriver. On doit travailler sur l'expérience du client, des collaborateurs. Donc, des échanges, les processus qu'on doit améliorer, l'expérience client intervient là. Parce qu'il est question
de pouvoir définir des parcours et comment lever les points de blocage. On parlera d'expérience client. Lancement d'un produit, conception d'un produit. L'expérience des clients toujours interviendra à ce niveau. Amélioration d'un produit existant. L'expérience client interviendra parce que l'expérience client permet de regarder du point de vue du client et non pas du point de vue forcément des collaborateurs. Donc, on se met dans la peau du client. Et d'ailleurs, pour bien faire une analyse d'expérience client, il faut toujours se mettre dans la peau du client. Quel est le ressenti du client? C'est en ce moment qu'on arrive à identifier que voici tel point que nous considérons comme étant léger, mais lorsqu'on se met dans la peau du client, c'est un point qui nécessite une amélioration, une attention particulière. Donc, l'expérience client, c'est tout. C'est le début de toute organisation. Donc, si, Jean-Luc, tu veux lancer une organisation ou une entreprise demain, je te recommande fortement de travailler sur ce point-là. Quelles sont les attentes des clients? Qu'est-ce qui est fait par tes concurrents déjà? Et qu'est-ce que tu vas faire de différent? On a le niveau des taxis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous avez vu qu'on a des concurrents qui sont là sur le marché. Les anciens taxis peinent à faire des chiffres parce qu'aujourd'hui, je ne cite pas des noms, on les connaît. Aujourd'hui, on préfère avoir un moyen de transport sécurisé, c'est propre, même si on doit être amené à payer un peu plus cher. De plus en plus, les personnes préfèrent ces moyens de transport qu'on connaît, les transports en commun. Maintenant, pour les KPI, quel est l'indicateur qui permet de mesurer le temps d'attente? C'est ça? C'est ça. OK. L'indicateur qu'on pourrait prendre pour mesurer le temps d'attente, c'est le CES. Le CES permet de mesurer les efforts. Donc, là, je le disais à un des intervenants qui a posé la question, le temps que je mets pour recevoir. Et on pourrait dire également le CSAT. Parce que le CSAT, qui est le Customer Satisfaction, qui est le taux de satisfaction globale du client. Si le client attend beaucoup trop pour avoir une prestation, un produit ou une réclamation qui vous a partagé, ce temps-là, il le mesure dans sa satisfaction globale. Donc, ces deux indicateurs peuvent être utilisés pour mesurer le KPI pour le temps d'attente. Et vous pouvez même définir des indicateurs sans toutefois aller forcément vous limiter aux indicateurs qui sont reconnus. Par rapport à votre activité, vous connaissez l'activité, vous connaissez quelles sont les attentes de vos clients. Vous devez pouvoir identifier, je prends le cas par exemple de la banque. Un client par exemple qui achète une carte prépayée, il a besoin d'avoir une information pour savoir comment il utilise sa carte. Donc, les informations. Donc, pour que tu puisses identifier ton KPI, c'est des questionnaires qu'il faut élaborer. Est-ce que le client reçoit l'information au moment de l'acte d'achat? Est-ce qu'il arrive à être indépendant dans l'utilisation de sa carte? Lorsqu'il a une préoccupation, est-ce qu'il a quelqu'un à qui il peut s'adresser, peu importe l'heure, le jour, pour recevoir des informations? Vu que nos cartes prépayées, des très bonnes cartes qui sont sécurisées, je les utilise en Côte d'Ivoire quand je peux les utiliser à l'étranger. Donc, le décalage horaire étant, si je suis en Chine et que je vais utiliser la carte prépayée de UBI Côte d'Ivoire, est-ce que je peux avoir quelqu'un pour m'orienter, pour répondre à ma requête? Donc, c'est à vous de définir. Donc, ces questions-là, quand on les pose, on a des réponses des clients et ça permet de définir, voici des indicateurs que nous allons voir. Nous avons le temps de recevoir le client quand il achète sa carte, les informations, dans quel délai il reçoit les informations pour être indépendant. S'il a une requête, dans quel délai on le reçoit, est-ce qu'on est disponible à tout moment pour répondre à ses préoccupations? Voyez-vous? Donc, les indicateurs peuvent être définis de façon personnalisée en fonction du besoin. Il y en a tellement des indicateurs. Généralement, les entreprises parlent de 4 indicateurs ou 5 indicateurs, mais il y en a une pluralité d'indicateurs, de mesures, d'indicateurs de l'expérience client. Merci. Alors, on va répondre donc aux deux dernières questions qui sont respectivement de Razak Affin et de Henri-Joël Abba. Alors, Razak Affin veut savoir comment est-ce qu'on mesure la satisfaction client lors du parcours client de façon générale et au sein de UBA. Et Henri-Joël Abba veut savoir comment évaluer une stratégie d'expérience client. Henri-Joël, tu as dit. Henri-Joël. Henri-Joël Abba. Comment évaluer une stratégie d'expérience client?
D'accord. Merci à Razak. Merci à Henri pour vos questions. Je vais commencer par répondre à Razak. Je souhaiterais savoir, je vais reformuler pour m'assurer que j'ai bien compris comment on mesure la satisfaction globale du client et le parcours client chez UBA. Exactement. D'accord, OK. Au niveau de notre organisation chez UBA, on mesure la satisfaction du client par des retours qu'on reçoit des clients. D'abord, on a les canaux. Notre Léo, chatbot Léo permet de faire des requêtes, donc on peut recevoir des informations des clients. Et par rapport aux réponses que les clients donnent, on arrive à identifier parce qu'on a des indicateurs qui nous permettent de savoir les notes que donne un client ou les réponses que donne un client pour permettre d'identifier s'il est satisfait ou pas. Ça a eu bien cette pratique. Nous avons notre centre d'appel client qui est ouvert aujourd'hui 24 heures sur 24. Lorsque vous échangez avec nous, soit par le chat ou bien par un mail, vous allez recevoir une réponse automatique qui vous demandera de nous évaluer, ce qui nous permettra de savoir si l'interaction qui s'est passée entre vous et notre équipe est satisfaisante ou pas, auquel cas nous prenons des mesures pour corriger. Nous avons également la possibilité de mesurer à partir des questionnaires qui sont disponibles dans nos agences, des questionnaires de satisfaction client. Nous sommes en train de penser à digitaliser et dans quelques jours, ça sera fait. Vous pourrez avoir le QR code qui permettra de pouvoir répondre de façon instantanée dans tous les points. Ça sera disponible sur notre page Internet, sur nos canaux digitaux, les réseaux sociaux, pour que vous puissiez évaluer lorsque vous interagissez avec nous, pour qu'on travaille à améliorer, comme vous l'avez dit, l'expérience client, c'est un parcours, c'est une démarche, donc c'est une amélioration continue que nous allons faire. Et donc, cela permettra questionnaire afin de pouvoir station de leurs clients. Et puis, il y a également la possibilité de tenir des forums où on a des questions qu'on pose aux clients pendant ces forums et ils vont vous le dire. Et vous saurez, par exemple, le degré de satisfaction qu'ils ont de vos produits ou de vos services afin que vous puissiez travailler à les corriger parce que nous travaillons en amélioration continue. Donc, de façon générale, c'est ce qui se fait. Des enquêtes de satisfaction également qui sont déployées de façon soit trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Et c'est intéressant de le faire 2 fois dans l'année. Et puis, faire des enquêtes sur différentes thématiques. Soit vous voulez avoir une satisfaction sur la relation que vos clients ont avec leur gestionnaire, je prends le cas de la banque, vous voulez avoir la satisfaction de vos clients qui sont sur les produits que vous leur fournissez. Donc, vous voulez également avoir la satisfaction des clients sur le temps d'attente qu'ils ont dans vos agences ou le temps de réponse lorsqu'ils appellent votre centre d'appel. Donc, ce sont des questionnaires qu'il faut déployer et pouvoir recueillir ces feedbacks des clients et surtout mettre un accent particulier sur les verbatim, les commentaires des clients et de pouvoir traiter. Donc, il ne faut pas déployer des enquêtes pour le faire, pour la forme, non. Quand on déploie des enquêtes, il faut pouvoir travailler sur le contenu de ces enquêtes afin de définir des actions et de suivre avec les équipes. Toujours les parties prenantes, surtout le personnel, mais un point d'honneur doit être mis sur les équipes du front office qui sont en contact direct avec les clients, sans appel comme ceux qui sont sur les points de vente. Tu peux revenir sur la question d'Henri, s'il te plaît. Oui, bien sûr. J'espère avoir répondu à la préoccupation de Razak. Mhm. On parle bien de Henri Joël là-bas. Oui, Il Henri voulait Joël. savoir donc comment évaluer une stratégie d'expérience client. Alors, merci Henri Joël là-bas pour ta question. Comment peut-on évaluer si une stratégie a réussi? Je pense que j'en ai parlé dans ma présentation, mais je vais y revenir de façon succincte. D'abord, les indicateurs vont vous parler. Les indicateurs vous permettront de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez constater que vos clients reviennent de plus en plus. Vous allez faire des questionnaires, soumettre à vos clients et vous allez voir que les évaluations vont changer. Un client qui vous évaluait hier
5 sur 10, vous allez voir que majoritairement, ceux qui vont vous évaluer 8, 9 sur 10 vont être plus nombreux parce qu'ils jugent qu'ils sont satisfaits. Donc, ça se fait par les indicateurs, par des questionnaires, par des retours. Donc, quand on veut évaluer sur notre stratégie d'expérience client réussie, c'est les clients qui nous évaluent, ce n'est pas nous-mêmes que nous évaluons. Ce serait un leurre de s'évaluer soi-même parce qu'on a des produits qu'on met sur le marché pour nos clients et c'est les clients qui effectuent les achats qui sont les consommateurs de ces produits. Donc, c'est à eux de nous évaluer. Donc, vous allez sentir que votre stratégie d'excellence client est en train de connaître du succès dès l'instant où vos évaluations vont changer. Quand je prends l'exemple, par exemple, du taux de satisfaction global qui est le CSAT, vos clients vous ont dit hier que vous étiez à 50 sur 100, par exemple, ou bien un indicateur que vous définissez, comme je l'ai dit. Il faut tous se définir des indicateurs et puis des baromètres de mesure. Donc, on se dit qu'on envisage atteindre 90% de taux de satisfaction. C'est un exemple que je donne, ça peut être 100%. Et que vous étiez à 50 hier. Si aujourd'hui, vous voyez que les enquêtes qui sont menées vous permettent de passer de 50 à 60, il y a une évolution qui est remarquable, qui est ressentie par vos clients. Vous allez penser de 60 à 70 dans 1 an, 2 ans. Vous allez sentir que c'est en train d'évoluer. Et vous allez sentir cela sur vos chiffres. Vous avez senti cela sur votre part de marché qui va grandir. Vous allez sentir cela si vous évaluez votre notoriété vis-à-vis de vos clients en termes de taux de recommandation. Quand vous partirez sur le moteur de recherche, vous allez poser des questions. Il faut le faire. C'est un exercice que j'encourage tous ceux qui sont à cet échange-là de faire. Vous allez poser des questions. Vous allez voir que le taux de recommandation va évoluer. Si vous voyez cela, c'est que vous êtes en train de partir sur la bonne voie. Mais si en faisant ces exercices que je viens de décrire, vous sentez plutôt que vous êtes en régression, c'est que l'expérience client que vous avez déployée n'a pas encore connu du succès. Donc, il faut pouvoir identifier pourquoi ça n'a pas marché. Donc, savoir se mettre en cause, pouvoir corriger les points de flexion, revoir vos processus, revoir vos produits, penser à former davantage pour que vos collaborateurs soient plus engagés, réexpliquer votre mission et votre vision de l'expérience client afin de pouvoir embarquer le top management, toutes les équipes en front office, les back office également doivent pouvoir être embarqués. Vous allez voir que voilà où ça coince. C'est tellement que les clients ont jugé que hier même 50 qu'ils nous ont donné étaient assez satisfaisant. Donc, vous connaissez de la régression. Mais quand vous allez voir que vous passez de 50 à 70, 70 à 80, vous allez voir atteindre 90% de satisfaction. Cela dénote que notre stratégie d'expérience client connaît du succès. Et c'est un travail d'équipe. Tu vois, Henri, je te tutoie, tu peux mieux que te tutoie. C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail de la cellule d'expérience client ou du département de l'expérience client. C'est un travail d'équipe de toute l'organisation qui a été mise en place depuis le top management jusqu'aux collaborateurs, front office, back office. Parce que quand le front office ne joue pas le jeu, le back office ne peut pas recevoir des recommandations. Et quand le back office ne soutient pas le front office, les clients vont insatisfaits. Mais le client retient quoi? Il retient la marque. Il ne retiendra pas le nom d'un individu. Il retient la marque. Il retient le nom de votre marque. Il dira que telle organisation, voilà comment est-ce qu'il traite des clients. Il ne connaît pas les contraintes internes. Voilà pourquoi les échanges doivent se faire. Donc, il faut briser les silos. Oui, c'est un autre aspect. Quand vous allez constater que dans votre organisation, le marketing ne travaille plus seul dans son département, il travaille en atelier collaboratif. Il associe le digital. Il veut faire une communication sur une campagne. Il ne se dit pas, comme je suis le spécialiste de la communication, alors je le fais seul. Ah non, non. Maintenant, il associe l'expérience client. Il associe le digital. Il associe le business. Et puis, ensemble, on définit comment est-ce qu'on veut voir cette communication de façon à ce qu'on soit en train d'adresser une communication efficace. Pourquoi? Parce que quand le marketing fait une communication et que le call center n'est même pas informé d'une campagne qui est lancée et les clients qui appelleront le call center est surpris qu'il y a une campagne qui est lancée parce qu'il n'a pas été associé à ce projet. Donc, c'est quand on brise les silos et qu'on travaille de façon collaborative, en ce moment, on est en train de réussir notre stratégie d'expérience client. C'est un clin d'œil à toutes les organisations qui sont dans l'expérience client. Il faut travailler beaucoup plus en atelier collaboratif de façon à connaître un succès véritable. Toutes les parties prenantes sont importantes et ont leur mot à dire. Mais il faut réussir à identifier des alliés, donc des personnes qui sont beaucoup plus en train de travailler avec vous
Et puis, on aura des personnes qui tardent un peu. Et donc, il faut les encourager en les formant, en les invitant à des forums, échanges, discussions. Et puis, voilà, c'est gagné. On déploie les students clients et c'est toute l'organisation qui gagne. Je pense avoir répondu à la question de Henri Joël. Merci beaucoup pour vos questions. Je pense aussi. Alors, nous allons prendre une toute dernière question, donc qui est celle de Philippe Biram Séné. Et Philippe Biram Séné veut savoir s'il y a une différence dans la gestion de clients selon les secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a une spécificité entre le client à la banque et celui, par exemple, d'une agence événementielle? Philippe Biram, merci pour ta question. Les besoins des clients diffèrent du secteur d'activité. Toutefois, il y a des points qui se rejoignent. Quand vous parlez de secteur événementiel, donc ce sont les communications. Je prends un exemple, un concert. Une structure événementielle qui organise un concert et qui vend des tickets. L'espace est prévu pour 10 000 places et vous vendez jusqu'à 15 000 places. Vous voyez les désagréments. Vous aurez plus de personnes présentes que de places requises. Vous allez créer des frictions chez vos clients. Vous allez entacher votre notoriété. Et donc, il y a des points qui se rejoignent. Faire ce qu'on dit, c'est important. Quand vous avez une structure événementielle qui communique, la communication, aujourd'hui, c'est le quatrième pouvoir, non? C'est pas ce qu'on nous dit. Donc, c'est un pouvoir tellement important. Donc, nos banques, nous accompagnons l'événementiel, mais étant donné le pouvoir que a la communication, et ça va tellement vite. Donc, communiquer de façon à ce qu'on donne des informations correctes, communiquer, agencer le beau, de façon à ce que ça soit attrayant. Donc, créer de l'émotion chez les clients. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'émotion qu'on crée chez les clients. J'ai cité Netflix, j'ai cité Nike, j'ai cité Apple, voilà. Et c'est la même chose. Donc, si vous avez une structure événementielle, et puis à la banque, quand le client vient, il vient pour ouvrir un compte, il vient pour une solution, soit digitale, une solution pour une opération. Il mesure le temps d'attente, il mesure la qualité des services, il mesure l'ambiance même, l'accueil qu'il lui a réservé, il mesure le temps de résolution de ses requêtes et de ses plaintes. C'est pareil chez vous. À quelques différences près, on a des points qui se retrouvent. L'accueil, la communication exacte, la communication cohérente, sans aucune ambiguïté. Et puis, surtout, je parle du conseil parce que j'ai déjà vécu des expériences dans ce domaine-là, qu'on ne vende pas 10 000 tickets lorsque on a 5 000 places prévues. Voyez-vous, ça permettrait de résoudre beaucoup de retours négatifs qu'on a sur les structures événementielles. Je pense que ça, vous le savez très bien, si vous êtes dans ce domaine-là, il y a beaucoup de retours des clients concernant ce genre de situation où les journaux en parlent. Donc, c'est de travailler de façon à ce qu'on tienne compte des retours de nos clients. Et pour le faire, il faut toujours analyser les feedbacks des clients. Donc, donnez-leur l'opportunité de s'exprimer. À la banque, on accueille, on reçoit le client, on traite sa transaction. Il a une transaction qui doit se faire dans 24 heures. Il faut réussir à le faire dans 24 heures. Il ne faut pas attendre 12 heures. Lorsqu'un collaborateur, même dans l'événementiel, a reçu la requête d'un client, puisque vous avez aussi des clients à traiter, il a prévu faire son concert dans un mois. Normalement, vous devez lui revenir dans 5 jours avant le concert pour vous assurer que tout est fait. Il faut pouvoir lui faire le retour confirmé. Vous avez également des gestions de concerts qui sont organisées dans des pays étrangers. Et donc, quelqu'un de l'étranger qui vient organiser le concert chez vous, vous êtes la structure qui a été commise à cela. Il faut vous employer. On est en train de parler de son événement pour lequel vous a contacté depuis 1 mois, 2 mois auparavant. Et donc, les clients évaluent le temps de résolution, la prise en charge, la satisfaction et le mesure. Ces points sont les points communs dans tous les secteurs d'activité. J'espère avoir répondu à la question de Biram Philippe Siré. Y a-t-il d'autres questions? Alors, c'était la dernière question et nous vous remercions donc d'avoir été si nombreux à participer à cette autre édition des Business Series. Et comme nous disions d'entrée de jeu,
Ce sujet donc, qui a été développé, les fondamentaux de l'expérience client, est un premier d'une longue série. Alice reviendra très probablement avec un autre axe de ce sujet donc, sur l'expérience client de façon générale, avec une déclinaison assez particulière qui concernera très probablement un thème qui est d'actualité. Je vais laisser donc Alice vous dire ses mots de remerciement et puis ses derniers mots avant de fermer cette session. C'était Luc Kouadé, je vous remercie. Alors, merci Luc, merci à tous les participants, merci à tous les collègues qui étaient connectés. Je vais dire mon mot de fin ainsi. Espérance client, succès, pérennité, concurrence, longueur d'avance doit pouvoir être au cœur de toutes les organisations qui veulent se démarquer et puis réussir à pouvoir retenir ses clients et rester dans le temps. Je vous remercie. Donc, ces 4 mots, espérance client, fidélité surtout, fidélisation de nos clients par des efforts conjoints des équipes. Mettez toujours au cœur de votre organisation l'espérance client, l'espérance collaborateur, car ce sont les hommes qui font tout ce business. Je vous remercie. À bientôt. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective